Bonjour à tous. Good morning, everyone. The first thing I want to talk about today is what we're doing to support Indigenous people during the pandemic. Since day one, our government has been engaging with First Nations, Inuit, and Métis Nation leaders in the fight against this virus. We've been listening to people's concerns and working with local leadership to ensure that communities are getting the right support. And so far, we've taken a number of important steps. We're investing in emergency shelters to help Indigenous women and children fleeing violence. We're offering interest-free loans and non-repayable contributions to help Indigenous businesses weather this storm. We're helping First Nations, Inuit, and Métis Nation students and recent grads find a job this summer. And last week, we announced more funding to support the most urgent needs of Indigenous communities dealing with the COVID-19 outbreak. While all communities have had to wrestle with COVID-19 these past few months, the everyday realities of this crisis are different for everyone. To mount an effective response to this crisis, we must adapt our approach and our programs to recognize and meet the particular needs of all Indigenous peoples, including those living in urban areas and off-reserve. To this end, we announced $15 million back in March to support Indigenous organizations that deliver services to these populations as part of the Indigenous Community Support Fund we had set up to help prevent and mitigate the impact of this virus. With this money, organizations have been able to give meals, groceries, clothing, and supplies to those in need and offer mental health counseling. They've also provided personal protective equipment and cleaning supplies for supportive housing and computer and laptops so kids can keep up with their schoolwork. This funding is helping vulnerable people like youth, women, and elders. Indigenous community organizations in our cities and off-reserve do crucial work year-round, but these days their services are in high demand because of the pandemic. We need to make sure they have the resources to adapt and grow their services so they can fulfill their important mission. So today, our government is announcing an additional $75 million in new funding for organizations that address the critical needs of the over 1 million Indigenous people living in urban centres and off-reserve. This is critical work. If you live off-reserve or in a city, we're working to make sure you don't fall through the cracks. You need and deserve services that are culturally appropriate, and that's what we're doing with today's investment. Aujourd'hui, notre gouvernement annonce un nouvel investissement de 75 millions de dollars pour les organismes qui répondent aux besoins les plus urgents des plus d'1 million d'Autochtones vivant dans les centres urbains ou hors réserve. C'est de l'argent que les organismes communautaires pourront utiliser pour combattre l'insécurité alimentaire, appuyer les aînés vulnérables, aider les jeunes à risque, fournir des services de santé mentale et prévenir la violence familiale. Je veux maintenant m'adresser aux employeurs et aux propriétaires d'entreprises. On parle beaucoup de la réouverture de l'économie ces jours-ci, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais si vous avez dû ralentir ou arrêter vos activités au cours des derniers mois, rouvrir boutique va aussi présenter plusieurs défis. On met donc en place des mesures pour vous appuyer. Si vous avez besoin d'aide pour réembaucher vos employés, vous pouvez utiliser la subvention salariale d'urgence. On vient de prolonger le programme jusqu'à la fin de l'été. Si vous éprouvez des problèmes de liquidité, ou si vous avez des dépenses à assumer, vous pouvez obtenir un prêt par l'entremise du compte d'urgence pour les entreprises. Et si vous n'êtes pas admissible à ces deux programmes, je vous invite à vous adresser à votre agence de développement régional. Elle va pouvoir vous aider. On travaille aussi avec les provinces, les territoires, les propriétaires de logements et leurs locataires pour baisser les loyers des petites entreprises. Les propriétaires pourront présenter une demande à partir de lundi prochain sur le site de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. On a tous hâte que la vie reprenne son cours. Mais pour que ça arrive, tout le monde doit faire sa part et les employeurs en particulier ont un rôle important à jouer. Quand les gens pensent au retour à la normale, l'une des premières choses qui leur vient à l'esprit,
c'est de retourner travailler. C'est de retrouver une certaine stabilité financière, de revoir leurs collègues et leurs amis, de reprendre la routine. Vos employés comptent sur vous, votre communauté aussi. Donc, si vous avez besoin d'aide, mais que vous ne savez pas par où commencer, rendez-vous sur le site canada.ca et consultez la page sur la COVID-19. Vous allez trouver plus d'informations sur les programmes à votre disposition et la façon d'obtenir du soutien. Notre gouvernement est là pour vous. On prépare déjà la relance de notre économie et je sais qu'ensemble, on va revenir en force lorsque la crise sera terminée. As we gradually and carefully restart some activities, it's never been more important to follow public health instructions. COVID-19 remains a very serious health threat. Yesterday, Dr. Tam said that whenever physical distancing is not possible, Canadians should wear a non-medical mask or face covering when they go out. I want to remind everyone that physical distancing means keeping a 2-meter distance with others. As we start to reopen the economy, it might be more difficult to maintain that distance at all times, so please follow Dr. Tam's advice. Keep washing your hands, stay home, and if you need to, wear a mask. This is the best way to protect both yourself and others. Alors qu'on commence à rouvrir graduellement l'économie, il ne faut pas oublier que la COVID-19 demeure une menace grave pour la santé. Hier, la Dr Tam a dit que les Canadiens doivent porter un masque non médical lorsqu'ils ne peuvent pas garder une distance de 2 mètres avec les autres. Alors qu'on commence à rouvrir l'économie, ça pourrait devenir plus difficile de respecter les règles de distanciation physique. C'est donc important de continuer à suivre les directives de la Dr Tam. Lavez-vous les mains, restez chez vous et si c'est nécessaire, portez un masque. C'est la meilleure façon de protéger notre santé et celle des autres. I want to end today with a piece of good news. Today, more than 230 new officers are graduating from the Royal Military College of Canada. They are part of a new generation of exceptional women and men ready to serve our country with distinction. You have chosen to step up and serve your country, and we could not be more proud of you. Thank you for your example. Thank you for your dedication. Thank you for your love of this extraordinary country. And mostly, thank you for everything you will do for us in the coming years. Congratulations to the class of 2020. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la conférence de presse avec le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. The first question, Janie Pashagumskum, APTN, line open. Thank you, Mr. Prime Minister. This question, I know I talked about it yesterday, about communities, about Indigenous communities protecting their members, specifically in Manitoba's Kiosk Dam. You have Fox Lake creating another blockade. And I'm wondering, do you think, specifically Fox Lake, do they have the right to protect their community members like this? I think every community needs to make sure they're taking decisions to protect their members, but I think there are many ways of going about it. We need to make sure that all different orders of government, including Indigenous governments, are working together with the same goal, which we all share, which is keeping Canadians as safe as possible, recognizing that certain communities and certain individuals are more vulnerable. And I certainly know that across the country there have been excellent and constructive conversations between Indigenous and non-Indigenous leadership in areas of overlap so that we can move forward in a way that protects Canadians, but also allows for a progressive return to normality. Je pense que c'est extrêmement important que dans toute communauté, on prend les décisions nécessaires pour garder les citoyens en sécurité. Je sais qu'à travers le pays, des communautés autochtones et des communautés non autochtones qui sont adjacents ou qui se chevauchent sont en train de discuter de les meilleures façons
de protéger leurs citoyens, particulièrement dans un moment où on commence à parler de rouverture. Mais nous partageons tous le même désir de voir l'expansion de COVID-19 limitée le plus possible et surtout de garder tous nos citoyens, particulièrement les plus vulnérables, en sécurité. Et c'est ce que je sais que nous allons continuer à faire. As a follow-up, Jamie? Yes, thank you. And again, I know I spoke to you about this yesterday, but my next question is again concerning early releases of prisoners. And more specifically, we at APTN, we've been asking Bill Blair for about a month now for the number of released inmates that have been released early from federal prisons. We've been trying quite unsuccessfully, but I'm wondering, can you confirm that inmates are being released early, and do you know when we'll get these numbers? Corrections Canada has from the very beginning taken extremely seriously the responsibility of keeping both inmates and staff safe in their institutions during this pandemic. They have taken a number of steps in terms of reducing mobility between prisons, increasing the access for protective measures, and in certain cases looking at release conditions. Minister Blair will have more to answer on that. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Stuart Thompson, National Post. Line open. Hi, Prime Minister. Thanks for taking the question. I'm just hoping to get a sense of your government's thinking around a potential second wave of infections in the fall. I know there's some concern in provincial governments that Canadians might not take to a second lockdown or maybe even a third or a fourth if it comes to that. Could be for mental health reasons or economic security reasons or just a kind of exhaustion. So I'm just curious, is this something that you are also worried about? I think one of the things we know is that in pandemics there are usually second waves. The question that we're very much focused on is as that second wave begins or as we start to see resurgences in a reopened economy, how quickly are we able to contain them and control them? And that comes down to the scale of testing, the scale of contact tracing we're able to have right across the country. That's why the federal government has stepped up in its offer to provinces to support them in massively scaling up testing capacity and contact tracing capacity. We know, particularly in those areas that are still working to get the spread of the virus under control, it is going to be important to increase testing now, as we're seeing in those areas, but also make sure that as we move forward through the summer and obviously into the fall, we are ready to act extremely quickly so that the population at large won't be in situations of having to go back into confinement. But that depends on citizens doing their part. It also depends on having that testing capacity, and that's what we're moving forward on. As a follow-up, Stuart? Yeah, so there have been some countries that even in the first wave have managed to fend off a large amount of infections without a lockdown. I'm thinking of Hong Kong, where they've had barely any deaths, and it's mainly because of mask wearing and a really robust centralized quarantine. And I'm curious if your government has been exploring these other jurisdictions and maybe some other ideas that would allow you to hold off on a lockdown if infections do raise again? From the very beginning, we have been looking carefully at what other countries have done and drawing from them on elements that we could put forward in our response that would help here in Canada. Obviously, there are many lessons. Many countries around the world got serious in their situations before we did, so we were able to make some very smart choices early on that has largely kept the pandemic within controllable levels in Canada, although there have still been far too many deaths, and we certainly grieve and mourn all of those. We know that there is more to do, and as we reopen, we know that citizens will continue to be extremely vigilant and careful about how they act, because that is going to be a key part of keeping us safe moving forward. So government will do its part, citizens, employers, employees will be doing their part.
we need to continue to do everything we can to prevent the need for any further lockdowns the way we've had up till now. Nous avons depuis le début regardé ce que les autres pays faisaient pour apprendre des mesures qu'on pouvait amener au Canada et on s'est inspiré dans plusieurs de nos mesures de ce qui a fonctionné outre-mer en adaptant à la réalité du Canada, bien sûr. En allant vers une économie de plus en plus ouverte, de plus en plus active. Nous avons besoin de continuer de rester vigilants en tant que gouvernement, d'avoir une capacité accrue de dépistage et de recherche de contacts, mais en même temps, nous attendons que les citoyens aussi fassent leur part. Je sais que les citoyens ne veulent pas se retrouver dans une situation où ils vont devoir s'isoler à nouveau. Et donc, que les gens portent les masques, que les gens gardent leur distance, que les gens se lavent les mains régulièrement, qu'ils fassent attention au travail, que les employeurs fassent leur part. Tout ça va être extrêmement important pour pouvoir gérer d'autres vagues qui pourraient venir sans, on espère, avoir besoin de revenir à la situation qu'on a vécue depuis 2 mois. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Michel Lamarche, TVA. À vous. Bonjour, j'aimerais vous entendre sur les camps de vacances et les camps de jour privés. Ce matin, on apprend qu'il y a 71 % d'entre eux qui pensent que sans une aide financière, notamment de la part du fédéral, ils vont devoir fermer. Alors qu'on s'apprête à reprendre les activités économiques, là, est-ce que vous comptez aider ces camps de vacances ou camps de jour? Je pense que les camps de vacances, les camps de jour, comme beaucoup d'autres organismes, vont devoir prendre les décisions avec la sécurité, la santé des Canadiens en réflexion première. Mais il y a bien des industries, bien des secteurs de l'économie qui vont énormément avoir de difficultés pendant cet été à cause du manque de tourisme, à cause du manque de déplacement, à cause de la COVID-19. Et le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et d'autres vont devoir réfléchir à comment on peut s'assurer qu'on ne fasse pas trop de dommages à notre économie parce que nous avons besoin de revenir en force une fois que cette pandémie sera terminée. En suivi, Michel? Oui, bien sûr, mais en même temps, dans quelle mesure considérez-vous qu'avec la réouverture de l'économie, ces camps sont importants non seulement pour les enfants, les ados qui travaillent, mais aussi pour les parents? Et ce qu'on nous dit, c'est que si la subvention salariale, les critères étaient assouplis, ça pourrait aider ces camps à embaucher plus de moniteurs. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce pas-là? Je pense qu'il y a des réflexions régionales qui vont être extrêmement importantes. On sait que depuis les débuts, la COVID-19 se répand plus dans des endroits comme des camps ou des camps de travail ou des institutions plus fermées où les gens vivent et travaillent à la journée longue en proximité étroite. Donc, ces réflexions par rapport aux camps de vacances vont devoir être entreprises avec beaucoup de délicatesse et de vigilance. Je ne sais pas quelles décisions les différentes régions vont prendre par rapport à cette réflexion-là, mais je sais que les gens sont en train de recevoir beaucoup de pression des parents qui voudraient pouvoir envoyer leurs enfants, mais qui sont aussi inquiets par rapport à la sécurité de leurs enfants. Et c'est toutes des réflexions que nous allons avoir dans les semaines à venir. Merci. Opérateur, last question. Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais revenir sur la question des compagnies aériennes. On a vu récemment qu'Air Canada avait pour à peu près 2,6 milliards de dollars de billets achetés, mais qui ne seront pas rendus, 800 millions d'Air Transat. Alors, j'aimerais savoir, votre gouvernement rendra-t-il l'aide aux compagnies aériennes conditionnelle au remboursement de tous ces voyages? J'ai entendu clairement énormément de Canadiens qui sont préoccupés avec l'argent qu'ils ont dépensé déjà pour acheter des billets qu'ils ne vont pas évidemment utiliser. Nous reconnaissons la vulnérabilité du secteur de transport aérien et les défis auxquels ils font face, mais nous reconnaissons aussi ces préoccupations économiques des Canadiens. Nous allons travailler avec le secteur, avec les compagnies aériennes et avec
avec les groupes de Canadiens qui sont préoccupés pour essayer de trouver des solutions. I think we recognize how impacted air travel and airlines are by this COVID-19 pandemic. We also recognize that many Canadians are out of pocket for tickets that they are obviously not going to be using. I think we need to have some very careful discussions with airlines, with the air travel sector, and indeed with Canadians who are concerned to try and figure out a way forward where we can ensure that Canadians are treated fairly and our airline industry remains there for when our economy picks up again. Mais donc, j'entends ce que vous me dites, mais pourriez-vous être un peu plus clair? Vous dites que vous allez chercher des solutions. Est-ce que dans cette fourchette de solutions possibles, exiger le remboursement figure? On est en train de regarder ce que d'autres juridictions, d'autres pays sont en train de faire. On est en train de parler avec les compagnies aériennes. On entend ces préoccupations des Canadiens qui veulent avoir leur argent, mais qui veulent aussi qu'on ait une industrie aérienne dans l'avenir dont on va avoir besoin, et trouver ce juste équilibre va être très important. Okay. I think Canadians both want to make sure they're not out of pocket, but they also want to know that we do have a future for our airline industry in Canada. It's an important thing for Canadians to continue to have airlines in this country. We need to make sure we're getting that balance right, and we're making it through this in the right way. Hi, Prime Minister. Tom Perry, CBC. We've seen some shortfalls in testing in places like Ontario and Quebec. You've just said that the federal government offering to invest in a national framework to lead the way on testing and contact tracing. You've got a call with the premiers today. Presuming if they do take you up on your offer, how fast could you roll this out? What's standing in your way? And given the shortfalls we're seeing in places like Ontario and Quebec, should they feel safe as these economies reopen? We have already seen significant ramp-ups of testing in places like Ontario and Quebec, where there is a need for even greater testing. Last week with the premiers, I laid out that offer that the federal government could take it on, and we got positive responses from right across the country. We're going to continue discussing that tonight and talk precisely about how we can scale up testing immediately in places where it's necessary, like in Ontario and Quebec, and be ready to scale up almost instantly in places where right now the virus is pretty well under control, but any flare-ups need to be responded to extremely quickly. That is the frame that we're laying out. We don't want logistical or financial limitations to keep anywhere in this country held back from doing all the testing that is necessary. That's what the federal government will be there for. Nous savons qu'on a besoin de faire plus de dépistage, plus de vérification de contacts, particulièrement au Québec, en Ontario, mais je souligne qu'il y a eu une croissance forte dans les nombres de tests de dépistage qui ont été faits récemment, et nous allons continuer de le faire. Nous savons que c'est important d'augmenter le débit des dépistages, et le gouvernement fédéral sera là avec des ressources et de l'équipement nécessaire pour le faire, comme on fait depuis plusieurs semaines déjà. Mais il y a aussi deux différentes situations. La situation où présentement, au Québec et en Ontario en particulier, on a besoin de faire plus de tests maintenant. Et il y a d'autres places à travers le pays où le besoin n'est pas là maintenant pour plus de tests parce qu'ils ont la situation pas mal sous contrôle, mais ils doivent être prêts à quasiment instantanément faire beaucoup plus de tests s'il y a une résurgence dans un endroit ou un autre de cas de la COVID-19. Et le gouvernement fédéral va être là pour assurer et pour aider les provinces à le faire. And BC's premier says that he wants a national policy on paid sick leave. Says it's a crucial part of preventing that second wave of COVID-19. You've got economies opening up. You've got a lot of low-wage workers finding it hard to take sick leave. So would you be willing to look at a national policy on that?
We have already had good conversations on a range of proposals by the provinces. I've heard John Horgan, Premier of BC, directly on this proposal, and look forward to continuing conversations with the provinces on how we can best support people. There's the issue of sick leave, there's the issue of increased childcare spaces, there's the issue of making sure our long-term care facilities are better supported and more protected. There are a number of things that we need to talk about as governments to ensure that we're moving forward in the right way. Prime Minister Janet Silver, Global News. Canada's spy agency, CSIS, is warning of a national risk posed by foreign investments. Plus, there are threats from foreign actors to manipulate the Canadian public and interfere with our democracy. I'm wondering, how concerned are you about these reports, and what actions are your government taking to mitigate these concerns? Our national security agencies do an exceptional job in flagging risks to Canadians and taking action to mitigate those risks. We will always support them and take on their recommendations and make sure that we are doing everything we can to protect Canadians from malicious actors, whether they be foreign or domestic. Okay. Nos agences de sécurité et de renseignement font un travail exceptionnel pour souligner des menaces à notre pays, aux Canadiens, et pour agir dans des situations où c'est nécessaire. Notre gouvernement suit toujours leurs recommandations et travaille avec eux pour assurer toujours la sécurité et l'intégrité de nos systèmes au Canada. And last weekend on the West Block, we spoke to China's ambassador to Canada. And when we asked him about the detainment of the two Michaels detained in China, Michael Spavor and Michael Korvic, he said that they were being treated very well. And then he went on to say, and I quote, that actually the biggest issue in our bilateral relationship is still Meng Wanzhou case. So that's why we have made it our position very clear, to make sure that she's back in China smoothly and safely. So the ambassador has linked her case to the two Michaels. I'd like to get your thoughts on that. We have seen Chinese officials linking those two cases from the very beginning. Canada has an independent judicial system that functions without interference or override by politicians. It is one of the things that is deeply dear to Canadians in our system to keep it strong and assure the division of powers within our democracy. China doesn't work quite the same way and don't seem to understand that we do have an independent judiciary from political intervention. We will continue to follow and uphold the independence of our judicial system while we advocate for the release of the two Michaels who have been arbitrarily detained by China in retaliation for a judicial system that is independent in the way it functions. En français, s'il vous plaît. Okay. Le Canada a un système judiciaire tout à fait indépendant de l'ingérence des politiciens. Ce n'est pas tout à fait le même cas en Chine et donc ils ne comprennent pas que nous n'avons pas la capacité ou le désir de s'ingérer dans notre système judiciaire indépendant. C'est extrêmement important qu'on défende nos valeurs, nos principes démocratiques et on va toujours le faire. Et donc, le fait que la Chine soit toujours en train de lier un processus judiciaire indépendant dans le cas de Meng Wanzhou avec la détention arbitraire de deux Canadiens est désolant, mais c'est un défi avec lequel on est en train de travailler depuis bien des mois et même plus qu'un an maintenant. Bonjour, M. Trudeau, Louis Blouin de Radio-Canada. On dénombre des dizaines de cas de fraude par vol d'identité, des gens qui utilisent des informations personnelles pour ouvrir un compte dans une institution bancaire et puis ensuite réclamer la PCU au nom de cette personne-là. Qu'est-ce que vous savez de cette tendance-là, de l'ampleur que ça a? Et d'autre part, je vous demanderais d'être précis, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement à court terme pour prévenir ce genre de fraude-là? Nous avons compris rapidement dans cette situation que nous devions agir rapidement pour aider les millions de Canadiens qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID-19, qui n'allaient pas avoir l'argent pour payer l'épicerie, pour payer leur loyer, et c'était une urgence. Donc, on a mis en place des mesures où on allait pouvoir donner rapidement de l'argent à des millions de Canadiens, et il y a plus de 8 millions de personnes
qui ont reçu la prestation canadienne d'urgence. En ce faisant, on savait qu'il y avait une possibilité que certaines personnes essayent de frauder le système. Et donc, nous avons mis en place des mesures, pas pour filtrer avant, parce que ça aurait ralenti de bien des mois la livraison de cet argent urgent et essentiel, mais on a mis en place des mesures pour déceler et arriver à reprendre cet argent au fur et à mesure que la pandémie continue. Et je peux vous assurer que l'Agence du revenu et les fonctionnaires, la fonction publique canadienne sont en train de travailler pour assurer qu'il y a des conséquences et qu'on reprenne l'argent de ceux qui ont fraudé le système. Le fraude est inacceptable et il y aura des conséquences. Il y a des membres de la communauté Mohawk qui bloquent le parc national d'Oka. J'aimerais avoir votre réaction. Est-ce que c'est aux membres de la communauté comme ça d'intervenir de la sorte et est-ce que vous craignez des dérapages? Je pense que c'est extrêmement important qu'on comprenne d'abord que nous voulons tous la même chose. Nous voulons protéger nos citoyens de la COVID-19, assurer la santé et la sécurité, particulièrement de nos populations vulnérables. Les différents paliers de gouvernement, y compris les gouvernements autochtones, se doivent de travailler ensemble pour assurer qu'on prend des décisions appropriées pour protéger les citoyens, même pendant qu'on commence à essayer de revenir un peu à la normale, un peu à une économie rouverte. Je pense que le leadership des différentes communautés devrait pouvoir s'entendre sur la meilleure façon à suivre. I think it's extremely important that, first of all, we understand we all want the same thing. Every different order of government wants to ensure that citizens, particularly our vulnerable elders and vulnerable citizens, are protected. That's why different orders of government, including Indigenous governments, need to work with nearby communities and ensure that we're finding a balance that protects the citizens first and foremost, but allows for the careful reopening as appropriate of our economies and our communities. Glenn McGregor, CTV News. Prime Minister, I want to ask you about the airline tickets again, because your two previous responses were not clear. The federal government is the regulator of Canada's airlines. Will you use that power and authority over them to insist the people who paid for tickets and were not given refunds get those refunds? This is an important issue to Canadians that we are working with the airlines and with Canadians concerned on. We're looking at what other countries have done in these measures, and we're looking to make sure that Canadians are supported financially through this time, but that also we're going to come back with airlines that function here in Canada for the long term. Getting that balance right will be delicate, but it is something that we're working on. But, Prime Minister, don't you see this as fundamentally unfair that people bought tickets, may never be able to use them, and are now given vouchers instead that they can't use? Don't you just think it's a matter of fairness and it's the right thing to do, whatever the issues the airline industry is facing right now? This is why we are working with all concerned parties to try and find a solution. Merci tout le monde. Merci.